je pense qu'un des trucs qui a fait que ça a bien marché, c'est qu'on n'a pas dévié de la stratégie depuis le début. Et je pense qu'on est dans un business où si tu te fixes pas le niveau d'ambition dès le début de faire ce tout en un, là, en fait, après, ça devient une montagne. Premier truc que je regarde, c'est notre taux de pénétration. Et ça, pour te donner une idée, aujourd'hui, on rajoute à peu près 1000 clients par jour. Donc, c'est-à-dire chaque mois 30 000. Donc, chaque mois, on rajoute à peu près 1% de market share. Et moi, ce que je pilote, c'est ce rythme-là, quoi. Vous avez un produit qui est en fait un multiproduit. C'est extrêmement dur à exécuter dans le sens où en fait, quand tu fais du multiproduit, d'une part, t'accumules beaucoup de dettes produits et techniques. T'as des défauts de stabilité à l'échelle du produit parce que ça peut péter de partout concrètement. Nous, dans notre cas, on a quand même notre équivalent américain, Intuit, QuickBooks. Ouais. C'est une boîte qui pèse 180 milliards. On sait qu'a priori, si on fait bien notre taf, on sera rentable, on vivra bien, il n'y a pas de souci, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, un des modèles, c'est quand même Revolut. Ouais. Moi, je me souviens, tu vois, il y a 3 ans, j'avais eu N26 et Revolut. Franchement, c'était le même produit, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu ouvres Revolut, t'as 100 fois plus de features que dans L'exécution de N26. cette boîte, elle est lunaire. Un vendredi soir, je reçois un message sur mon portable, une dame qui dit: je vous appelle de la part du tribunal de Paris. Surtout, ne venez pas lundi matin, parce qu'en fait, vous n'avez pas le droit de siéger dans le jury, parce que vous avez un casier criminel, rappelez-moi. Et là, j'ai dit... Salut Arthur. Salut Timothée. Ça va? Au top, merci beaucoup. Et toi? Très bien, trop content de te recevoir. Ça fait 4 ans qu'on a échangé. Donc, t'es venu sur le podcast il y a 4 ans. Tu parlais de Price Match, même pas de Penny Lane. Je pense que Penny Lane avait quoi, un an et demi à peu près? Je me demande si c'était même pas pendant le Covid. Non, j'étais venu... Je pense que c'était un petit peu après. J'ai regardé la sortie, c'était premier trimestre, le podcast. Je crois que c'était en juin 2021. Ok, donc effectivement après le Covid alors. Et à l'époque, je sais pas pourquoi on décide de parler de Price Match, probablement parce que tu étais encore en train d'avancer fort sur Penny Lane, sur le produit, que c'était un petit peu nouveau pour toi. Alors du coup, je me suis dit, je vais regarder les chiffres de l'époque pour pouvoir comparer. Je suis incapable de dire, parce qu'on n'a pas parlé de Penny Lane, mais j'ai l'impression que ça a avancé super vite. Pour commencer, trop chaud, même si beaucoup connaissent, je pense, ce que tu fais, ce que vous faites avec l'équipe, que tu nous racontes un petit peu ce que c'est que Penny Lane et où vous en êtes. Ouais, alors du coup, Penny Lane, c'est un outil tout en un de compta et de gestion financière. Donc en gros, ce qu'on permet, c'est que tu aies une source de vérité unique, partagée, entre les équipes finance et business d'un côté et le comptable, qu'il soit comptable dans l'entreprise ou cabinet d'expertise comptable partenaire de l'entreprise. Et la complexité, elle réside dans le fait qu'un comptable et un non-comptable, ils voient le monde de façon un peu différente. Et donc nous, notre job, c'est en permanence traduire la gestion financière en compta et vice-versa. Et donc pour ça, on permet à l'entreprise de gérer ses achats, ses ventes. On a un compte pro embarqué également dans la solution. Tu peux piloter ta trésor, tout genre de trucs. Et derrière, tu as surtout le vrai outil métier de l'expert comptable. C'est assez ouf parce que quand on s'est rencontrés, c'était d'ailleurs juste avant que tu bosses sur Penny Lane, il y avait plein d'idées qui émergeaient. Et très vite, en fait, ce qui est assez impressionnant, je trouve, ce que vous avez fait avec l'équipe, vous êtes 7 cofondateurs, c'est ça? C'est que vous aviez une vision produit qui était très importante dès le début. Et je trouvais hyper bold, audacieux, de vous être dit, en fait, on va réussir à lever de l'argent pour construire une équipe d'experts comptables, pour faire ce qu'on appelle du dogfooding, c'est-à-dire en fait apprendre, grâce à notre équipe d'experts comptables en interne, à créer cet outil interne qui va ensuite être, tu vas me dire d'ailleurs sur le modèle économique que je me gourre pas, distribué aux experts comptables. Et ensuite, les experts comptables vont parler à leurs clients, etc. Toute cette vision-là et cette distribution, vous l'aviez dès le jour 1 en tête, quand vous avez levé l'argent, ouais, c'est vrai. Comment t'as fait en vrai? Parce que c'est hyper complexe comme... Alors pour le coup, donc moi, c'est ma deuxième boîte. Ouais. Et dans la première boîte, je dirais on s'est un peu jeté à l'eau tout de suite. On voulait juste monter une boîte. Ouais. Entre-temps, on avait eu un startup studio, donc on a un peu vu ce qui marchait moins bien pour les gens qui se lançaient. Le studio VC. Voilà. Et là, on avait voulu vraiment, avec Penny Lane, prendre le temps de comprendre la chaîne de valeur, où on voulait s'inscrire. Et donc, on a vraiment fait un gros boulot de réflexion stratégique en amont. Et effectivement, je pense qu'un des trucs qui a fait que ça a bien marché, c'est qu'on n'a pas dévié de la stratégie depuis le début. Et je pense qu'on est dans un business où si tu ne fixes pas le niveau d'ambition dès le début de faire ce tout en un, là, en fait, après, ça devient une montagne, quoi. Et tu fais des erreurs d'architecture qui font que ça devient trop dur derrière. Et c'est quand même super impressionnant parce que, tu vois, on parle toujours de playbook et des entrepreneurs qui veulent répliquer ce qui a déjà été fait, qui fonctionne. Vous, quand même, vous avez une ambition de faire un produit tout en un. C'est quand même le truc qui est quand même assez décrié. Tu te dis, il y a beaucoup de contenu que tu lis aujourd'hui, de gens qui disent surtout verticaliser, faites des produits très verticaux, ne surtout pas aller sur un truc trop large parce que sinon, vous prenez de la concurrence de partout. Ensuite, vous construisez un peu dans l'ombre
sans suivre la strate de distribution future, c'est quoi? Ça a duré combien de temps le développement avec votre cabinet en interne? On a développé pendant 9 mois avant de juste commencer le cabinet en interne. Ouais. Et ensuite, encore 9 mois avant d'embarquer donc 18 mois de dev avant d'embarquer un premier cab. Et ça, c'était défini quand vous levez, je crois que c'est 4 millions au tout début, directement. C'était défini avec vos investisseurs et tes 6 autres cofondateurs, que vous alliez mettre 2 ans, quoi, quasiment. Ouais. Ah, c'est ouf. Et enfin, on avait tout structuré pour, donc on avait bien une filiale, une boîte qui faisait le logiciel, une autre qui faisait le service. On avait bien dit aux investisseurs, le revenu que vous allez avoir là, c'est du faux revenu, parce que le jour où tu fais du soft, tu divises par 5 ton revenu, quoi. Ouais. Je pense que c'est important. Et j'ai vu quelques boîtes qui sont venues me voir après, tu vois, dans la gestion de copro ou autre, qui ont voulu faire ce pivot de service vers SaaS. Mais si tu l'as pas dit dès le début à tout le monde, c'est très, très, très dur. Est-ce que vous avez changé de discours auprès des experts comptables? Moi, je me souviens qu'au début, tel que je parlais de vous quand vous avez commencé à avancer, je parlais de vous comme un expert comptable augmenté. On était, alors vis-à-vis des entreprises, on a été obligé de changer de discours. Ouais. Par contre, à quoi on a fait attention, c'est à toujours dire, on croit au rôle de l'expert comptable, on croit au fait que tu veux un outil et un humain. On a toujours fait gaffe à respecter la déontologie, à jamais être agressif vis-à-vis des autres experts comptables, puisqu'on savait que derrière, on allait aller leur distribuer. Mais effectivement, au début, on a le cabinet de mon associé cofondateur expert comptable Alexandre, on l'a utilisé pour avoir des boîtes où on tenait la compta, comme ça, quoi. Et aujourd'hui, donc 5 ans plus tard, c'est ça, 5 ans après la création, vous avez encore des experts comptables en interne? Ouais. Ils sont toujours nommés experts comptables, parce que je sais qu'à un moment, il y a eu un switch. Je crois que l'équipe d'Alexandre, c'était en fait, pour la plupart des experts comptables, certains sont passés Customer Success, si je ne me gourre pas. Alors en fait, on a, après du coup 2 ans, on a vendu le cabinet d'Alexandre à un cabinet pour être sûr pour être sûr de plus avoir aucun conflit d'intérêt d'une part et être focus à 100% sur ce qu'on voulait faire. Et du coup, tu as une partie des collaborateurs du cabinet qui sont partis dans le cabinet qui a racheté. Et tu as une partie qui est restée chez nous et qui est devenue ce qu'on appelle le support cabinet, et qui sont des gens du métier. Et aujourd'hui, cette équipe support cabinet, c'est une centaine de personnes chez nous. Wow. C'est la 2e plus grosse équipe après R&D. Et c'est tous des gens qui sont passés par le monde du cabinet, parce que, en fait, ils parlent au collab des cabinets. Quand la question qu'ils reçoivent, c'est: je faisais comme ça sur Cegid, je fais comment sur Penny Lane. Si t'as pas utilisé Cegid, bon courage pour répondre, quoi. C'est clair. Est-ce que, alors justement, j'ai aussi retenu dans un podcast, et ça je savais pas, on s'est pas revus en même temps entre temps, mais que vous êtes 2 associés sur les 7 à ne pas avoir d'équipe, je me trompe, c'est ça? C'est donc Félix, le CEO, qui n'a pas d'équipe, et toi, en tant que CEO, je reprécise. Les autres associés, donc il y a Edouard, qui est patron de l'équipe commerciale, je vais y arriver. Alexandre, donc on parlait d'Alexandre tout à l'heure, qui est un ancien comptable, expert comptable, qui lui pilote la plus grosse équipe dont tu parles. L'équipe qui supporte les cabinets. Ouais. T'as quoi d'autre? Donc l'équipe tech derrière. Ensuite, il y a Tancred de produits, je crois. Produits, qu'on a eu, et je remettrai tout le lien du podcast également. Ouais. Et ensuite, ils sont 2 en tech. Un qui est à l'équipe et un qui est plus IC. Ouais, excellent. Ok. Pourquoi je te pose cette question? Parce que je comprends que globalement, toi, tu as un rôle un peu libellule, je sais pas si c'est le terme, mais tu vas sur plein de sujets. Comment tu vois ton rôle aujourd'hui, justement? Pourquoi ce choix, d'une part, de part d'équipe, et de 2, comment tu décides un peu des priorités sur lesquelles tu vas mettre du temps? Alors moi, j'estime que mon rôle, c'est numéro 1, on ait une stratégie claire, que toute la boîte, on sache où on va et qu'on rame tous dans la même direction, et que cette stratégie, elle soit bien communiquée, transparente, et que tous les gens aient les éléments pour prendre à leur niveau les bonnes décisions, parce qu'on est en forte croissance, donc tu peux pas avoir une prise de décision centralisée, quoi. Faut que ce soit décentralisé, mais pour que ça marche, faut que ça ait infusé, que ça ait cascadé. Et deuxièmement, j'estime qu'on alloue bien nos ressources, qu'on n'ait pas d'angle mort. Et pour bien allouer nos ressources, moi j'estime que le meilleur truc à faire, c'est de mettre un peu tout le temps mon nez un peu partout, pour voir s'il y a des trucs qui déconnent, s'il y a des trucs où je me dis, tiens, là, il faudrait qu'on soit beaucoup plus lourd là-dessus et moins là-dessus. Et ça, le luxe, c'est qu'effectivement, j'ai pas d'équipe, où l'équipe, c'est entre guillemets le COMEX, quoi. Ouais. Et donc, je peux me permettre d'échanger avec des gens chez nous, des clients, etc. Et donc, je passe beaucoup de temps. J'ai plein de petits rendez-vous. Une journée, en moyenne, j'ai, je pense, 15 réunions. Oh. Mais je parle avec plein de gens qui me donnent un peu des signaux faibles ou forts
là, il y a un truc qui va pas. Et comment ça marche? C'est hyper intéressant comment tu fais. Donc, ce que je comprends, c'est que tu te nourris en fait de plein de retours de partout. Comme tu n'es pas dans le micro-opérationnel, le micro-management, même je sais pas si c'est le bon terme, mais en gros, tu n'as pas le temps en fait, en faisant des petites réunions, d'aller trop loin dans les sujets. Tu as quand même un bon niveau de détail de tous les sujets, de tout ce qui se passe. Mais comment tu arrives, toi, à te dire là-dessus, il faut qu'on agisse, etc. Parce qu'une fois que tu as fait 15 réunions. Après, moi, je vais pas décider. Moi, je vais dire il y a un signal faible là-dessus. Ouais. Ensuite, je vais aller parler avec, je sais pas moi, Tancred, dire j'ai l'impression qu'il y a peut-être ce truc-là où on met pas assez de moyens. Okay. Et après, on va avoir une discussion et on va éventuellement aller creuser, quoi. Mais au moins, je pense que c'est un peu un radar, quoi, pour voir s'il y a des trucs où on est à risque ou pas, quoi. On va justement, à partir de ça, descendre sur le sujet du podcast, qui est ce sujet d'usage et d'adoption de Penny Lane sur un produit tout en un, que visiblement, vous arrivez vraiment extrêmement bien à maîtriser depuis le début. Toi, en tant que CEO, qu'est-ce que tu regardes? S'il y a les 2-3 chiffres là, que tu regardes en ce moment, en mai 2025, sur Penny Lane, qui sont vraiment importants pour toi, c'est quoi? Alors, le premier, ça reste quand même tout ce qui est engagement des équipes, ouais. Recrutement, parce que c'est quand même c'est l'essence, entre guillemets, pour qu'on avance. Et voilà. Donc ça, c'est le truc numéro 1. Il y a un chiffre lié au recrutement que tu regardes? Ouais, alors moi, je sais qu'on a un objectif de recruter 15 nouveaux devs par mois. Donc ça, c'est ton objectif de recrutement, ouais. C'est le truc que je regarde le plus, quoi. Ouais. Et après, c'est Employee NPS, que je regarde et que je suis de façon mensuelle, pour le coup. Deuxièmement, c'est le nombre, enfin, le truc que je regarde le plus, c'est nombre d'entreprises et MRR, mais qui sont la résultante de combien de cabinets on embarque, combien de partenaires intégrateurs on embarque, combien d'entreprises. Et effectivement, après, je zoome pour regarder est-ce que c'est de l'engagement, le souci, mais MRR et nombre d'entreprises, c'est un peu la North Star, quoi. Et sur le produit, du coup, si on va un petit peu sur ce sujet-là, même si Tancred pilote cette partie, j'imagine que tu échanges pas mal avec lui. Toi qui en plus j'ai l'impression que tu quand même t'es influencé pas mal sur ces sujets. Tu as été produit chez Booking quand tu as vendu Price Match à l'époque. Donc c'est des trucs que tu connais bien. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'évolution de Penny Lane? Alors j'imagine que tout est intéressant, bien sûr, d'un point de vue produit, mais sur ces sujets d'activation, d'usage, d'adoption, qu'est-ce qui a changé récemment? Qu'est-ce qui a évolué et pour quelles raisons tu pourrais nous évoquer? Alors je pense déjà ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui nous écoutent, de comprendre comment nous on réfléchit notre business, quoi. Ouais. Et on le réfléchit parce on est certes tout en un, mais on a en plus cette complexité additionnelle d'avoir 2 utilisateurs différents. D'un côté le cabinet, de l'autre l'entreprise. Ouais. Éventuellement, quand tu es sur de la PME ETI, des intégrateurs en plus. Et la manière dont nous on voit notre business, c'est un gros funnel e-commerce qui est assez long. En gros, tu as en France 3,5 millions d'entreprises qui ont un expert comptable. Ça, c'est notre marché adressable, d'après nous. Tu as à la marge des gens qui n'ont pas d'expert comptable, qui peuvent être aussi des clients de Penny Lane, mais le core target, c'est j'ai un expert comptable. De ces 3,5 millions d'entreprises, aujourd'hui, combien sont sur Penny Lane? 350 000, 10%. Des boîtes de notre marché sont sur Penny Lane. Et 95%, il faut avoir en tête, 95% de ces boîtes-là, elles viennent via leur expert comptable. À part quand tu montes sur la cible PME-ETI, dur à définir ce que c'est une PME-ETI, mais je dirais au-dessus d'une trentaine, quarantaine de salariés. Là, pour le coup, c'est 60% via l'expert comptable, 40% qui viennent nous voir soit en direct, soit via leur intégrateur. Donc le partenaire technologique qui leur a installé une solution de gestion existante. Donc ça, c'est le premier truc que je regarde, c'est notre taux de pénétration. Et ça, pour donner une idée, aujourd'hui, on rajoute à peu près 1000 clients par jour. Wow. Donc c'est-à-dire chaque mois 30 000. Donc chaque mois, on rajoute à peu près 1% de market share. Et moi, ce que je pilote, c'est ce rythme-là, quoi. Et j'espère qu'à la fin de cette année, on sera plutôt sur 1500, 2000 par jour. C'est un peu ça l'objectif. Ensuite... Donc ça, c'est la deuxième étape du funnel. Troisième étape du funnel, c'est de ces 350 000 entreprises, combien sont actives? Parce qu'en fait, le gros de ces entreprises, c'est l'expert comptable qui les invite. Donc lui, il est forcément actif parce qu'il tient leur compta. Mais la question, c'est est-ce que l'entreprise elle-même, elle utilise aussi la solution? Et ensuite, est-ce qu'elle est active? Et est-ce qu'elle utilise uniquement la solution, ce qu'on appelle nous en freemium, mode collaboratif? Donc par défaut, si ton expert comptable il t'invite, tu as une version gratuite pour toi. L'expert comptable il paye, mais toi c'est gratuit. Où toi tu vas juste pouvoir collaborer avec ton expert comptable. Donc concrètement, tu vas pouvoir lui transmettre des pièces. Et puis prochainement, tu peux aussi déjà émettre des factures, recevoir des factures. Tu as la facture électronique dont je vais te parler juste après. Mais en gros, tu peux faire la base, quoi.
être en conformité, envoyer, recevoir des factures, les transmettre à ton expert comptable. Ça fait qu'on gagne un peu de sous en vendant une licence à l'expert comptable. L'étape en dessous du funnel, c'est est-ce que toi, tu payes aussi une licence en tant qu'entreprise. Donc, dans ce cas-là, il y a ton expert comptable qui paye sa licence et toi qui payes une licence en plus. Et ça, dès lors que tu veux gérer ta boîte sur Pennylen, non pas seulement collaborer avec ton expert comptable, mais gérer ta boîte, tu descends d'une étape sur le funnel, tu nous payes un SaaS. Et c'est un fait que les entreprises sont pas mal moins sensibles au prix que les experts comptables. Pourquoi ? Parce que l'expert comptable, lui, il paye par client. Ça lui mange ses honoraires. Une entreprise qu'elle paye 20, 30, quand tu es sur des boîtes un peu plus grosses, un peu plus, mais on ne vient pas manger la marge de l'entreprise. On reste un produit mass market. Donc ça, c'est l'étape d'en dessous. Tout abonnement à Pennylen, il inclut un compte pro. Voilà. Et encore faut-il que l'entreprise, elle active son compte pro. Sachant que nous, quand tu utilises notre compte pro, c'est gratuit, c'est inclus dans ton abonnement sans frais en plus. Seulement, il faut savoir que les banques, en fait, si tu prends le revenu de Conto, 25% des sous de Conto, c'est l'abonnement que tu payes à Conto. 75%, c'est tous les frais, les revenus cachés. Donc, c'est les revenus sur le fait que tu as des sous qui dorment sur ton compte courant. Ça, c'est payé par la Banque Centrale Européenne tous les soirs. C'est les dépôts. Tu as le revenu sur ce qu'on appelle l'interchange. Quand tu payes avec ta CB, en fait, le commerçant qui t'encaisse indirectement, ça retourne. Et donc, nous, on a décidé de s'asseoir sur les revenus d'abonnement. En revanche, on touche toujours automatiquement les revenus qui ne sortent pas de la poche de notre client. Et donc ça vient encore augmenter beaucoup notre panier. Et donc aujourd'hui, je te disais, tu as 350 000 boîtes sur Pennylen. Tu en as 25% de ces boîtes-là où elles payent et leur expert comptable paye. Donc tu en as 75%. Aujourd'hui, tu n'as que l'expert comptable qui paye sa licence. Et des 25% qui payent, il y en a 25% qui utilisent notre compte bancaire également. Et après, dernière étape, c'est une chose d'utiliser notre compte bancaire, mais souvent, au début, tu vas garder ton compte... et tu es un ancien conseiller bancaire, d'abord tu gardes ton compte historique et tu nous utilises que pour tes transactions CB du quotidien. Après, il y a l'étape suivante, c'est on est ton compte principal. Et ça, aujourd'hui, c'est 10% des 25% dont on est le compte principal. Et donc, si tu vas tout en bas du funnel, je pense qu'aujourd'hui, ça représente peut-être 0,0% de mes X% de mes clients, quoi. Reste que entre le bas et le haut de mon funnel, je pense que moi, mon revenu... il y a un x10. Ok. Donc, si je t'amène en bas du funnel, je gagne 10 fois plus que si tu es resté en haut. Et donc, j'ai un énorme enjeu, activation, monétisation. Alors, avant tout, de pénétration du marché, parce que si je suis super bon dans le bas du funnel, mais que je perds le haut, en fait, ça servira à rien. Quoi. Donc, ma priorité absolue en tant que boîte, c'est m'assurer que toutes les boîtes de France, j'exagère, mais qu'un max de boîtes en France soient sur Pennylen, notamment via leur expert comptable. Mais derrière, l'enjeu numéro 2, c'est vraiment s'assurer qu'elles l'utilisent et qu'elles utilisent un maximum de fonctionnalités, dont notamment le compte pro, les paiements, etc. Donc et ce qui a changé, déjà un truc qui a changé, c'est qu'on a lancé le compte pro. Ça, c'était il y a 2 ans. Tu peux nous rappeler un peu ce que c'est ? Le compte pro, ça fait la même chose que Conto, si je dois résumer en une phrase. Tu es une entreprise, tu as un compte pro sur lequel, globalement, comme un compte bancaire perso, mais pour une entreprise, quoi. Ce que tu n'avais pas avant sur Pennylen, et que vous avez pu faire comment ? Il y a eu une connexion qui s'est faite. On bosse avec Swan. Donc Swan, c'est ce qu'on appelle Banking as a Service. De même que Conto, au début, il a commencé avec Trésor aussi, il s'appuyait sur un partenaire. Mais concrètement, ça fait que dans Pennylen, tu peux avoir un compte pro, tu peux faire ton dépôt de capital, avant même d'exister, ça fait exactement, si tu compares, tu auras exactement les mêmes fonctionnalités de Conto, c'est-à-dire tout sauf du crédit. En mai 2025, donc là, je comprends que de toute façon, vous allez continuer à tout ce funnel-là, à l'optimiser, à maximiser le fait que les entreprises utilisent leur compte pro au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous communiquer sur peut-être un progrès que vous avez fait, je ne sais pas, sur les 6 derniers mois, la dernière année, comme tu veux, pour qu'on puisse ensuite découler. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle sur 5 volets. Produit, distri, peut-être l'orga et l'équipe, on met ça ensemble. Des process, donc la manière peut-être, de collaborer, des choses que vous avez faites, et peut-être de l'outillage, s'il y en a. C'est pas forcément le plus important, mais j'aime bien en parler à la fin. On verra s'il y a des erreurs là-dedans. Mais en gros, c'est les 5 volets que j'aimerais adresser avec toi, qui vous ont permis en fait de maximiser l'activation de tes clients in fine. Je veux bien que tu je vais te parler de ça juste avant ça. Et je pense qu'il y en a qui commencent à en entendre parler. Et il y a un truc
qui se passe incroyable pour nous. On a un peu de chance parce qu'on l'avait pas prévu au début, pour le coup, dans notre grand plan là. C'est la réforme de la facture électronique. Ouais, j'aime bien que tu nous en parles un petit peu pour les gens qui sont pas techniques. Et ça va avoir, d'après nous, un impact gigantesque sur notre activation monétisation, quoi. On va forcément en parler. Concrètement, de même que toi et moi aujourd'hui, et comme tout le monde, on a un opérateur mobile pour envoyer et recevoir des appels, des SMS. D'ici le 1er septembre 2026, donc c'est dans pas très longtemps, un an, toutes les entreprises françaises, et toutes, genre y compris les auto-entrepreneurs et tout, toutes vont devoir souscrire à un opérateur pour envoyer et recevoir des factures. Et en gros, il était censé y avoir un opérateur public gratuit de l'État. Au final, l'État s'est retiré. Et donc, tout le monde va devoir choisir un opérateur. Et en gros, tu as un peu on est à peu près 80 opérateurs certifiés par l'État. Sur les 80, tu en as 30 qui sont des vrais, 50 qui sont plus des marques blanches des 30 autres. Tu as un peu 3 grandes catégories d'opérateurs, 4. Tu as un type d'opérateur, c'est les banques. Tu as un deuxième type d'opérateur, c'est les outils distribués, les opérateurs qui vont être distribués par les experts comptables. Tu as un troisième type d'opérateur qui peuvent être des logiciels, plutôt de gestion. Hein. Et tu as un dernier type d'opérateur qui va un peu moins nous intéresser, mais indirectement, c'est ceux qu'on appelle les EDIistes, les gens qui viennent de l'EDI. C'est les gens qui faisaient déjà les flux de factures et de paiement pour les très grosses boîtes et qui là, maintenant, du coup, essaient de descendre sur le marché. Pourquoi ça va être une grosse bataille ? C'est qu'en fait, demain, tu vas devoir envoyer et recevoir des factures. Mais en vrai, ce que veut l'administration fiscale, c'est surtout ça, elle veut lutter contre la fraude à la TVA. Et donc, tu vas devoir non seulement envoyer les factures, mais aussi le statut de paiement des factures. Parce que pour savoir si tu dois ou non la TVA, l'administration a besoin de savoir si ta facture est payée. Et donc, à peu près prédictible, c'est que les gens ils vont vouloir un opérateur. Donc, concrètement, tu vas avoir un truc où tu vas te connecter et tu vas retrouver ton inbox de factures à payer et tu vas devoir mettre le statut de paiement. Fort à parier que les gens, ils vont vouloir pouvoir, en un coup un seul, payer la facture, que ça fasse partir le paiement et que ça mette à jour tout seul le statut de paiement. Et donc, qu'est-ce que se disent les banques ? Et je pense qu'elles ont raison. Elles se disent, en fait, si mon client il prend un opérateur qui n'est pas le mien pour envoyer et recevoir ses factures, demain, il va en fait vouloir que ce même opérateur fasse l'envoi et la réception des paiements liés à ces factures. Et ça, c'est être une banque, ou un compte pro. Et donc, les banques, elles sont plutôt dans une position défensive. Elles ont peur de perdre les flux de paiement. Tu as les experts comptables, eux, ils sont aussi dans une position assez défensive. Parce qu'en fait, si demain, tous leurs clients prennent un opérateur différent, ça va être la jungle. Eux, jusque-là, ils avaient processé pour que, autant que possible, leurs clients envoient tous leurs factures par les mêmes tuyaux. Et là, demain, ils peuvent se retrouver à devoir aller relever le courrier à gauche, à droite. Ça va casser, en fait, leur chaîne de production. Ils vont devoir augmenter les honoraires des clients qui n'utilisent pas les outils qu'eux recommandent, etc. Donc, tu as le deuxième truc. Et puis, tu as les logiciels. Ça, je dirais que c'est un peu moins un problème pour eux. Eux, c'est plus, ils veulent pas que leurs clients se mettent à aller voir ailleurs et prennent un risque, quoi. Et donc, nous, tout simplement, en fait, aujourd'hui, je te disais que 25% des boîtes payent et 75% encore ne payent pas pour Pennylen. Le très, 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 très gros de ces 75%, c'est pas qu'ils utilisent un outil concurrent, c'est qu'ils utilisent une boîte à chaussures, Excel et Word, quoi. Notamment les petites boîtes. Et donc, en fait, normalement, la facture électronique, ça va être une digitalisation à marche forcée, mais vraiment accélérée, de la fonction compta-finance de toutes les entreprises françaises. Et donc, normalement, demain, si on fait pas mal notre boulot, quasiment 100% des boîtes, en tout cas, si l'entreprise qui est sur Pennylen, elle choisit Pennylen comme opérateur pour envoyer et recevoir ses factures, et normalement, si ton expert comptable te dit c'est cet opérateur-là que tu devrais prendre parce que sinon, on va galérer à collaborer. Donc, si demain, toutes les entreprises, elles choisissent Pennylen comme opérateur, en fait, normalement, elles seront toutes actives. Parce que déjà, elles devront se connecter tout simplement pour voir leurs factures. Donc là, c'est un énorme boost d'activation pour vous. Normalement, ça doit être absolument gigantesque. Elles devront également payer ces factures. Et pour payer des factures, là, il faut prendre un compte pro. Donc, il faut prendre un abonnement payant, quoi. Ouais. Et aussi, tout ce qui est dashboard. En fait, les gens, aujourd'hui, quand ils n'ont pas de dashboard, c'est parce que le dashboard, il n'est pas à jour. Parce que le dashboard, tu le regardes, mais il n'y a pas encore la facture d'il y a 3 jours. Là, en fait, tous tes dashboards, ils seront mis à jour en temps réel, que tu le veuilles ou non, parce que les factures, elles arrivent toutes seules, elles partent toutes seules. Et donc, on pense aussi qu'il y aura beaucoup plus d'intérêt des entrepreneurs pour avoir du pilotage, pour avoir des workflows de validation, parce que tu vas avoir en fait des factures qui vont arriver toutes seules dans ton inbox sans que tu aies rien demandé. Tu voudras quand même un peu de sécurité. C'est clair. Pour pas payer des fraudes ou des
Donc, tu vas vouloir des features un peu supplémentaires de sécurité. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être un boost pour nous d'activation et de monétisation gigantesque. Et donc, je dirais que là où on mise le plus gros, c'est juste sortir les vainqueurs de cette réforme de la facture électronique. Ouais. Je vais te parler de ce qu'on a fait jusque-là aussi. Mais je te le dis en live, l'épisode, je le voyais un peu différemment, mais je pense qu'en fait, c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille. C'est que tu me dises un peu ces 5 volets dont je t'ai parlé, ce que vous avez préparé et ce que vous pensez, ce que tu penses ce qui va fonctionner. Typiquement, la question que j'ai envie de te poser, c'est à quoi vous vous attendez en termes d'activation. Je ne sais pas si c'est prédictible, mais à quoi vous vous attendez et qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour ça. C'est dans 1 an, quoi. Ouais. Ça va aller vite. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, concrètement... tu veux commencer par le produit, peut-être? Ouais, commencer par le produit. Déjà, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire dans le cahier des charges pour être un de ces opérateurs certifiés. Ouais. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour le coup, c'est la première fois que j'ai eu à bosser avec l'État. Ils sont de super bonne volonté, mais ça reste... toi, tu as un cahier des charges qui, en fait, est mouvant, quoi. C'est qui l'organe qui fait ça? C'est la DGFiP, du coup. OK. Donc, nous, on est dans tous les groupes de travail, etc. Et donc, un jour, on te dit ça, le lendemain, on te dit ça. Ouais. Tu as les specs qui bougent. C'est nouveau pour eux aussi, en fait. Le calendrier qui bouge. Ouais. Voilà. Donc, ça a été déjà un premier gros truc. Et on a investi des ressources quand même significatives. Donc ça, c'est le premier point. Juste, c'est quoi les ressources? C'est quoi dans l'équipe? Quelle équipe vous avez? Il y a une équipe juridique, c'est quoi? Ouais, c'est juridique et après, c'est du produit. Hein. Ah, c'est juridique et produit. On construit de la techno. Ouais. Donc concrètement, tu dois héberger ça. Secnum Cloud, donc tu dois héberger ça en France. J'ai un acteur spécialisé. Tu dois être ISO 27001. Donc là, c'est plus du juridique et de l'IT. On a fait ça sur toute la boîte. Et ensuite, juste, tu dois avoir la techno, tu dois te brancher, il y a une sorte de réseau des PDP. Donc les PDP, c'est les opérateurs. Donc on s'est branché à PayPal, qui est ce réseau-là. On a mis en place des nouvelles vérifications que tu dois faire avant d'émettre des factures. Alors, il y a plein de... C'est un cahier des charges qui fait des centaines de pages, quoi. C'est ouf. Okay. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, alors là, c'est un peu plus rock'n'roll. Et là, c'est vraiment le truc qu'on a vécu au fur et à mesure. C'est que, en fait... in fine, c'est pas si surprenant, mais la manière dont ça va marcher, donc en fait, la DGFiP, elle ouvre, et ça se passe dans 1 mois, là. Elle ouvre un annuaire. Et dans cet annuaire, une entreprise, elle sera associée à son opérateur. Et chaque entreprise, légalement, doit être dans cet annuaire d'ici le 1er septembre 2026. Donc, doit avoir choisi son opérateur. Ce qui se passe, c'est qu'à la base, c'est l'opérateur qui va inscrire la boîte dans l'annuaire. De même qu'en fait, je pense, toi, tu peux pas aller directement dire je prends ce 06. En fait, toi, tu vas chez SFR. SFR, il te dit tiens, j'ai ce 06 disponible. Et après, tu dis oui. Après, il va lui dans l'annuaire dire maintenant, c'est Timothée avec ce 06. Quoi. Ouais. Là, c'est pareil. Donc, ce qui s'est passé d'abord, c'est qu'en janvier, tu as Conto qui a mis à jour ses CGV et qui a dit si t'es client Conto, j'ai le droit de t'inscrire dans l'annuaire. Là, la DGFiP a dit ah mince, j'ai oublié de définir ce que voulait dire consentement. Et j'ai également... donc elle a dit, Conto, c'est pas OK ce que tu veux faire. Donc après, elle a dit, en fait, maintenant, il va falloir avoir un formulaire de chaque entreprise qui dit expressément, je veux choisir tel opérateur. Là, tout ça, c'était complètement mouvant. C'était du lobbying, d'ailleurs, pas mal aussi, des banques, etc. Et donc, nous, on a pas mal fait de lobbying, notamment pour que les experts comptables, ils puissent avoir, avec un mandat de leurs clients, choisir en masse l'opérateur pour leurs clients. Donc ça, c'est ce qu'on a obtenu, notamment. Et donc maintenant, on a construit toute l'infra, là, côté produit, qui fait qu'un expert comptable, il peut, depuis son back-office Penny Lane, envoyer en masse un mandat à l'ensemble de ses clients, où le client dit « je t'autorise, je te délègue à toi, mon expert comptable, mes démarches d'inscription dans l'annuaire ». Et ensuite, l'expert comptable, il peut cocher ses clients et dire « Penny Lane, inscris tous mes clients dans l'annuaire ». Donc ça, c'était un assez gros truc, et notamment qui donne en quelque sorte un peu un avantage, mais après je pense que c'est juste parce que la plupart des boîtes, elles n'ont aucune idée de ce que c'est la facture électronique. Donc je pense que l'expert comptable est quand même neutre et de bons conseils vis-à-vis de son client. Donc beaucoup de travail produit sur cette notion d'annuaire, de mandat, de signature électronique, etc. Combien t'as de personnes au produit qui bossent là-dessus, produit et tech? C'est quand même une bonne vingtaine, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Et donc ça, vous avez quelque part co-construit avec l'État? Avec l'État et avec les experts comptables. C'est ouf. En combien de temps? Nous, on a commencé ce projet facture électronique qui a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Wow. Ouais, faut quand même. Après, ça a été retardé d'1 an. Donc, on avait un peu levé le pied et on a beaucoup réaccéléré depuis 9 mois. Dans ce que tu dis, il y a quand même un timing qui est incroyable pour vous parce que
Si ça s'était arrivé en 2020, quand vous levez 4 millions, que vous êtes 7 cofondateurs et très peu de personnes, ça aurait été chaud, quoi. On aurait complètement raté la vague. Ouais. Comme quoi, ce sujet d'amis est quand même méga important. C'est génial que ça arrive pour le coup, on l'avait pas, l'avait pas anticipé, prévu, mais voilà, comme quoi il y a un facteur chance plus. Mais pour le coup, du coup, moi, juste petit parallèle, mais maintenant, je vois que c'est une vague. Ouais. Et vu que c'est une directive européenne, en fait, moi aussi, la priorisation de quand est-ce que je dois aller dans quel autre marché européen. Qui a toujours été un sujet pour Pennyline. Voilà, maintenant, ma question, c'est quand est-ce qu'arrive la vague dans ce pays-là, quoi. Ouais. Vous avez déterminé déjà le pays, j'ai entendu sur des podcasts. A priori, on va commencer à bosser sur l'Allemagne. Ouais. Et l'Allemagne, la vague, elle est 2027-2028. Ouais. Donc, il faut que tu sois prêt pour 2027-2028, sinon tu vas arriver après la vague, quoi. Donc, c'est un peu bête. Hyper intéressant. Ok. Donc, ouais, sur le produit, c'est ça. Ensuite, c'est tous les flows in-app, à quoi ça va ressembler, puisque tu dois réinventer un peu à quoi ça va ressembler, le fait que tu reçois des factures automatiquement sans les avoir demandées, etc. Ensuite, on a regardé le marché, comment il était segmenté. Pour nous, tu as les gens qui ont un tiers de confiance, souvent leur expert comptable. Donc là, c'est se donner toutes les chances que l'expert comptable comprenne qu'il doit bien prescrire à son client, dans son intérêt, l'opérateur de son choix, que ce soit Pennyline ou un autre. Tu as les PME ETI qui ont plus des outils tout intégrés, où l'expert comptable il arrive plus en bout de chaîne, en révision. Et de comment ces PME ETI-là, tu leur proposes également le bon outil. Là, on bosse plutôt avec les intégrateurs, on se connecte bien avec les outils métiers. Parce qu'il faut aussi avoir en tête que tous les outils verticaux, les caisses, les outils de facture et tout, eux, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir envoyer ces données en direct à l'État. Au final, ils peuvent pas, puisque l'État a dit je ne sais pas faire, qu'ils doivent passer par un de ces opérateurs. Donc, on essaie aussi de faire des partenariats avec tous ces opérateurs verticaux. Et troisième truc, qui est un peu plus nouveau pour nous, c'est tous ceux qui n'ont pas d'expert comptable, notamment tous les micro-entrepreneurs. Il y en a quand même beaucoup. Et donc, eux, là-dessus, on va lancer une offre gratuite, freemium, pour leur proposer un moyen d'être en conformité. Ouais. En gros, ce que l'État aurait dû leur offrir gratuitement, où il s'est retiré, on va leur proposer, en espérant que certains d'entre eux, derrière, prennent aussi le compte pro, prennent aussi des plans, ce qu'on appelle nous gestion, pilotage, que certains d'entre eux vont devenir des sociétés, auront besoin de bosser avec un expert comptable qui utilisera un expert Pennyline aussi. Voilà. Donc ça, c'est un tout nouveau pan pour nous, qui est du pur freemium, qu'on va lancer d'ici quelques mois. Ouais. Donc ça, là, en ce moment, on a une task force de qu'est-ce qu'on doit changer dans le produit pour optimiser ça, etc. Donc c'est énormément de pans. Il y a une énorme réflexion pricing, parce qu'il y a un autre truc aussi, c'est, tu disais, en 2020, vous auriez été mal. Là, on est en forte croissance, mais je t'ai dit, on n'a que 10% des boîtes. Tu as aussi un risque que ce truc-là, il fige un peu le marché, quoi. Tu vois, si une boîte, si un expert comptable aujourd'hui, il est sur Cegid, quand je migre le cabinet, je migre que le cabinet. Les clients, ils n'accèdent pas à Cegid, donc j'ai pas à migrer les clients. Si demain, le cabinet est la Cegid et ses clients, ils ont l'opérateur Cegid, en fait, je devrais migrer 2 fois plus de trucs. Et donc, pour moi, c'est aussi important de pouvoir bosser avec les experts comptables qui n'ont pas encore Pennyline et qui n'auront pas migré sur Pennyline d'ici septembre 26. Et donc, un des trucs qu'on va bientôt annoncer, c'est qu'on va également proposer notre opérateur, en gros l'opérateur avec le smartphone, enfin ça s'appelle PDPOD dans le jargon, l'outil de facturation avec la carte SIM qui envoie à l'administration. On va proposer ça seul, sans l'outil de production comptable, au cabinet d'expertise comptable, ce qu'on n'a pas fait jusque-là, pour leur dire... certes, tu n'auras pas le temps de migrer, mais tu veux quand même que tes clients ils aient un beau smartphone, etc. Puis peut-être que dans un temps 2, tu voudras le truc tout en un, qui a quand même pas mal de vertus. Mais au moins, tu peux aussi prendre juste notre opérateur avec le téléphone, quoi. Là, ce qui est hyper intéressant dans le développement produit, du coup, c'est qu'il y a du développement produit qui est, je trouve pas le terme, mais qui est subi dans le sens, en fait, il y a une réforme qui arrive et vous devez vous adapter à ça déjà parce que d'un point de vue business, énorme pour vous, mais aussi parce qu'il faut y aller, quoi. Et ce que font beaucoup les startups et scale-up, c'est comme innover généralement et toujours réfléchir à la prochaine fonctionnalité à sortir, prochain produit à sortir. J'imagine que vous continuez d'innover quand même malgré ça. Comment tu fais pour savoir quoi sortir quand tu as un chantier comme ça qui va d'une part qui vous prend depuis 1 an et demi de travail de lobby, l'Allemagne derrière, donc en fait on est sur quasiment 3 ou 4 ans de travail. Comment tu fais à côté pour dire attends, il y a peut-être d'autres volets qu'on doit faire d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler d'une fonctionnalité en dehors de ça qui est importante en ce moment que vous lancez? Ouais, qui maximise toujours de l'activation. Hein. Ouais. Dans ce funnel-là, je te disais que la dernière étape, c'est devenir le compte principal. Ouais.
Et on estime que pour devenir le compte principal, à un moment, il faut aussi que tu permettes à tes... Aujourd'hui, on n'a pas toutes les solutions d'encaissement. Donc, un des gros trucs sur lesquels on bosse, c'est de permettre d'encaisser facilement tes clients pour que, de facto, ce soit ton compte principal. Donc là, on va sortir tout ce qui est prélèvement CEPA, côté client. Et sans grand secret, on va sortir également tout ce qui est solution d'encaissement en ligne, terminaux de paiement. Le but, c'est que tu puisses, depuis Penny Lane, avoir toutes tes solutions d'encaissement un peu centralisées, aussi à un tarif compétitif. Parce que nous, on a d'autres revenus, donc on peut se permettre de subventionner un peu ce truc-là. Donc ça, c'est... Et le but, c'est d'améliorer la dernière étape du funnel. Après, on bosse sur des trucs plus tactiques pour aller avoir des gens qui ont le compte pro. Pareil aussi, dépôt de capital. Les créateurs, c'est une cible qu'on touchait pas trop. Et là, d'un point de vue activation et monétisation, c'est beaucoup plus simple quand tu prends les gens au berceau. Et concrètement, Conto, c'est ça qu'il a très bien fait. Au début, ils en faisaient à fond la caisse. Aujourd'hui, c'est encore 40% de son flux, c'est des créateurs d'entreprise. Le créateur, en fait, si tu te foires pas, il a tout chez toi. Puis il part pas, quoi. Et vous faites aujourd'hui ça? Parce que moi, j'ai déposé le capital d'une de mes sociétés sur Penny Lane, via Swan à l'époque, il me semble d'ailleurs. Ouais, c'est comme ça. On le fait, mais c'est, tu vois, on n'est encore pas connu. Ouais, d'accord. Donc c'est plutôt dans la distribution aujourd'hui. Ça fonctionne mécaniquement. Ça marche très bien. Mais sur la distri, vous n'êtes pas connu pour ça. Exactement. Donc vous pâtissez encore d'une image de l'expert comptable augmenté ou pas du tout quand tu me dis ça? Parce qu'aujourd'hui, plus gestion, quoi. Tu parles de gestion financière aujourd'hui quand même. Ouais, on sent bien que moi, ça, c'était un discours que j'entendais pas il y a, je sais pas, 3 ans. Il y a encore beaucoup de gens qui savent pas qu'on a un compte pro ou un dépôt de capital aussi. Donc voilà. Tu as un vrai enjeu de savoir faire connaître toutes les fonctionnalités que tu as. Voilà. Tu as un enjeu sur les PME ETI. Donc là, c'est du pur product. Là, c'est du build. C'est les fonctionnalités qui te manquent, quoi. Donc PME ETI, on a sorti plein de trucs récemment. C'est les gestions des droits d'utilisateurs plus poussées, le multi-société, la gestion de volume de données plus élevé. C'est de pouvoir, ça va pas trop te parler, mais de pouvoir générer des paiements depuis de la compta. Donc tu vois, souvent les grosses PME, elles ont un outil métier, elles importent des écritures comptables et non des factures. Il faut qu'elles puissent, depuis une balance fournisseur, générer des paiements. Nous, tu devais partir d'une facture pour faire du paiement. Je sais pas, faire des imports SFTP, mais c'est plein de petits trucs qui font qu'à la fin, tu es au niveau le leader sur les outils de gestion comptable pour les PME, c'est Sage. Là, c'est pour rattraper ce qu'on appelle la feature parity, quoi. En fait, c'est arrivé au même niveau que. Mais tu vois, ce qui est la question qui me vient évidemment, toujours sur de la strate produit, et après, je veux bien qu'on bascule sur les autres volets. C'est. Tu parles de dizaines de produits, donc vous avez un produit qui est en fait un multiproduit. C'est extrêmement dur à exécuter dans le sens où en fait, quand tu fais du multiproduit, d'une part, tu accumules beaucoup de dettes produits et techniques. Tu as des défauts de stabilité à l'échelle du produit parce que ça peut péter de partout concrètement. Donc, il faut être extrêmement rigoureux et bien organiser tout ça. Et surtout, stratégiquement, en fait, tu te positionnes face à plein de monde. Comment tu fais, toi, pour, à cette vitesse, parce que vous avancez très vite, te dire, là, on fait les bons choix, en fait. Oui, cette fonctionnalité-là, il nous la faut parce que ça suit cette stratégie ou cette vision. Comment tu fais pour être aussi clair Alors, nous, concrètement, au niveau du COMEX, on se réunit tous les 3 mois. Et c'est là qu'on revoit un peu les grandes les grandes prios stratégiques de la boîte. Et ensuite, on a une leadership team étendue. Et on s'assure que ce qu'on développe correspond bien au thème. Donc, typiquement, on sait que la prio numéro 1 de la boîte, c'est les cabinets d'expertise comptable. Ça, tout le monde le sait dans la boîte. Prio numéro 2, c'est les TPE et l'activation, la monétisation des TPE. Prio numéro 3, c'est les PME ETI, et donc ce qu'on développe pour les intégrateurs. Et ça, c'est assumé. Et après, c'est qu'est-ce qui fait que tu débloques un de ces trucs-là, quoi. Après, le vrai enjeu, à notre échelle, c'est de recruter assez de monde, et de talent surtout, pour pouvoir continuer d'exécuter. C'est pour ça que je te disais que le recrutement, c'est un des trucs que je regarde vraiment. Comme je te disais, aujourd'hui, le but, c'est de recruter à peu près une quinzaine de nouveaux devs par mois. Et c'est que des devs assez seniors. On est en full remote, donc de toute façon, on ne peut pas onboarder enfin, pas beaucoup onboarder de juniors. Donc, c'est une quinzaine de devs par mois. Pour 15 devs, c'est-à-dire que tu dois recruter 3 nouveaux PM par mois, 3 designers, la data et tout ce qui va avec, quoi. Donc, et je pense, dans des outils un peu all-in-one, je pense qu'aujourd'hui, un des modèles, c'est quand même Revolut. Moi, je me souviens, tu vois, il y a 3 ans, j'avais eu N26 et Revolut. Franchement, c'était le même produit, quoi.
Aujourd'hui, tu ouvres Revolut, tu as 100 fois plus de features que dans L'exécution de N26. cette boîte, elle est lunaire. Et pour moi, de ce que je sais, c'est en fait, ils lancent tout le temps des nouveaux produits. Il y en a qui marchent trop bien, il y en a qui marchent pas, soit ils les killent, soit. Mais à la fin, ce qui fait ton succès, et nous, c'était, je pense qu'on en avait parlé peut-être sur l'ancien podcast, mais Booking, il te disait exactement ça. Hein. Booking, il te disait, notre succès, c'est A/B tester ce qui fait que ça augmente la conversion. Il te disait 9 fois sur 10, on a faux. Et donc, à la fin, ce qui fait ton succès, c'est que tu dois lancer assez de tests pour que le volume des 10% soit significatif. Donc, Booking, ils avaient à l'époque 1500 A/B tests qui renaient en parallèle. Donc, nous, c'est un peu ça. Hein. Il faut lancer un max et puis tu vois ce qu'il prend. Je te donne un exemple. Il y a un truc qui, moi, me paraissait pas si important que ça. C'est d'aider les experts comptables à générer leur lettre de mission. Qui n'est pas une feature si complexe que ça. Hein. Mais vendredi dernier, j'ai fait un post sur LinkedIn où j'ai dit trop bien, cher expert comptable, on a ces 3 nouveaux trucs de l'IA générative, je sais pas quoi. Je sais plus ce que c'était le deuxième, et le troisième, c'était lettre de mission. Et j'ai je sais pas, 60 experts comptables qui m'ont écrit je veux faire la bêta de la lettre de mission. Et quasiment rien pour les 2 autres, quoi. Là, c'est un signal fort, et c'est pas une feature de ouf, mais juste le. Et ça, on est quand même assez loin de nos bases, tu vois. Bien sûr, ouais. La lettre de mission, c'est pas l'outil comptable, c'est ce qu'on appelle la gestion interne dans les cabinets. Et comme l'expert comptable est prio pour toi, de toute façon, tu vas le prioriser. C'est ça. Et je voulais te parler, parce que il y a plusieurs niveaux, tu as dit, de priorisation pour vous. Donc, tu m'as dit d'abord les experts comptables, tu m'as dit ensuite les entreprises. Est-ce que tu utilises des choses, toi, avec ton équipe, à nous, quand je dis toi, c'est avec ton équipe au global, je sais que c'est une décision de Comex. Mentalement, vous avez quelque chose pour prioriser, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'intuition et de signaux, comme tu dis, comme tu enchaînes les réunions, tu as plein de signaux. Ou est-ce qu'il y a vraiment une règle et c'est documenté, il y a une façon de prioriser chez Penny Lane vos prochaines fonctionnalités? De toute façon, avec ce volume, ça peut pas être si quantitatif que ça. Enfin, faut quand même que ça suive une logique business. Après, on a plutôt ce framework des OKR, etc. Ouais. Mais à la fin, ça se résume quand même il faut faire des choix. Ouais. Les priorités, elles sont claires, elles sont assumées. C'est de la discussion alors ça. Ça c'est de la discussion. C'est pas un framework genre Rise que tu connais très bien ou autre. C'est de la discussion. Après, les équipes produits à leur niveau, elles vont appliquer des frameworks comme ça. Ouais. Mais au niveau boîte, c'est plus des trucs bêtes et méchants comme ça. Les experts comptables, c'est nos partenaires principaux, donc on va toujours prioriser les trucs pour eux, etc. Tu as parlé, donc je veux bien qu'on bascule sur le volet équipe et après process très vite parce qu'on a parlé de vélocité, t'enchaînes vite là et c'est bien, tu me fais des bonnes transitions. Je vais te laisser faire le podcast tout seul. Sur les équipes, tu disais, on recrute 15 devs par mois, 3 PM, donc 3 PM, ça veut dire globalement que tu as un PM pour 5 devs en moyenne. Je pense, ce qui est un ratio très standard, pas de sujet là-dessus. Dans une époque où forcément tu dois avoir beaucoup de choses en ce moment sur les boîtes avec des ARR sur FTE hyper élevés, donc des petites équipes avec des gros ARR, des natures de boîtes très différentes de Penny Lane. Est-ce que ça t'inspire ces trucs-là ou est-ce que non, tu suis aujourd'hui cette philo de base qui est qu'en fait il y a tellement à construire qu'il faut recruter beaucoup et c'est votre plan de base. Quand vous levez, il y a ça aussi dans les plans de recrutement. Comment tu fais ces choix de recrutement aujourd'hui? Plutôt option 2, quoi. Ouais. Ce qui m'a toujours rassuré, c'est que tu as certaines startups, quand elles se lancent, elles doivent prouver leur business model, tu vois. Nous, dans notre cas, on a quand même notre équivalent américain, Intuit, QuickBooks. Ouais. C'est une boîte qui pèse 180 milliards. Ils sont que aux US et au UK, en gros, si je schématise. Ils font à peu près ce qu'on fait, mais ils ont commencé il y a 15 ans. Enfin, plus, mais leur produit web, il y a 15 ans. Il y a des trucs qu'on fait en plus d'eux parce que quand ils ont commencé il n'y avait pas tous les banking as a service et tout, donc pour moi on sait qu'a priori si on fait bien notre taf on sera rentable, on vivra bien, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc effectivement tu vois, ce qui n'est pas le cas de, je sais pas moi, les néo-assureurs, néo-banques. Alors Conto aujourd'hui il l'a prouvé, hein, mais je pense que quand Conto s'est lancé, je suis sûr que tu avais plein de banquiers old school qui disaient il pourra jamais vivre, les unit economics tiendront jamais la route. Revolut l'a prouvé aussi. Voilà. Mais tu vois, nous, on n'est pas dans un nouveau business. Enfin, ce qu'on fait, il y a déjà des gens qui l'ont fait ailleurs dans le monde, avec succès. La différence, c'est qu'en Europe, tu as la compta qui est complexe, et donc les anglo-saxons ne peuvent pas venir. Mais les unit economics, elles sont prouvées. Et donc, j'ai pas trop de crainte sur je dois démontrer ça. Et effectivement, du coup, mon seul truc qui compte, c'est prendre le marché, de la market share, de la pénétration. Il faut rester raisonnable. T'as pas envie non plus d'embaucher des gens, de voir les sortir derrière ou autre. Mais aujourd'hui, j'ai tout à construire.
Et donc, ouais, non, je suis pas dans une logique d'essayer d'optimiser typiquement mon ARR par FTE ou quoi que ce soit. Quoi. Ok. Sur la vitesse, t'en as parlé, Revolut, c'est franchement une des boîtes. Quand tu parles aux équipes, je l'ai fait moi pas mal, où tu te dis, mais comment ils sortent autant de choses avec une taille de boîte aussi élevée? Je sais plus combien ils sont, mais je pense qu'ils sont plusieurs milliers maintenant. C'est peut-être 3-4 000. 5-8 000 même. Hein, ouais. Non, tu vois, je sais plus. Je crois que j'avais 4-5 000 en tête quand j'ai parlé à l'équipe commerciale cet hiver de Revolut. Et effectivement, ils sortent des trucs tout le temps. Et pas pour te flatter, mais je suis passé dans les locaux de Penny Lane il y a un an et demi. On a fait un dossier sur ma newsletter à l'époque, sur l'équipe produit, notamment. Et j'ai vu direct que ça shippait, enfin, que vous livriez, ça se dit, je sais pas si ça se dit, bref, vous livrez très très vite également. Comment t'expliques ça par rapport à des boîtes de taille similaire? Beaucoup de boîtes ralentissent quand elles grossissent, et vous prouvez quand même que vous allez super vite malgré le nombre. Alors, je pense que, je te disais tout à l'heure, on a fixé le bon niveau d'ambition. Et avec le niveau d'ambition qu'on a fixé, qui est de faire qu'un expert comptable il puisse basculer de Cegid vers Penny Lane, en fait, ça te laisse pas le choix, quoi. Parce que si tu vas lentement, pour reconstruire la profondeur fonctionnelle d'un Cegid, ça va te prendre 20 ans, quoi. Et entre-temps, tu auras perdu la confiance et la patience de tes salariés, de tes investisseurs, etc. Donc, tu n'as pas trop le choix. Ça vient avec des sacrifices. Nous, clairement, c'est l'ADN de la boîte, on est des builders, quoi. On ship. Et aujourd'hui, on vient faire de la division cellulaire. Et donc, on vient tout le temps plutôt construire plein de trucs en plus. Il n'y a que côté entreprise, TPE, on a estimé qu'on était arrivé à un certain niveau de maturité. Et on a dit, là maintenant, il faut stabiliser, il faut enlever les bugs, il faut... Ce qu'on a fait du coup pendant 1 an et demi là. Mais sur tout le reste, on est plutôt encore en mode build et pas polish, quoi. Et donc, c'est un ADN très différent. Je sais que j'ai une anecdote, mais... je sais que un de mes associés, il a un pote, je crois, de promo qui est aussi en tech chez Conto. Et une fois, ils avaient parlé, genre le Conto, c'est puriste, quoi. Enfin, tu le vois, hein, tu utilises l'appli, il y a jamais un bug, c'est au pixel près, voilà. La condition derrière, c'est que je crois qu'ils ont jamais plus de 5 bugs dans leur backlog, quoi. Le même jour, du coup, mon associé, il a regardé notre backlog de bugs. On en avait 140. Mais je pense que tu mets 140 bugs chez Conto, ils font une crise cardiaque, quoi. Ou Steve, ou je sais pas. Juste l'ADN de la boîte fait qu'ils pourraient pas le supporter. Nous, au contraire, je pense que les gens, ils partiraient si on leur disait fais des trucs au pixel près, parce que c'est pas dans leur ADN. Il faut trouver forcément le bon équilibre. Hein. Pourtant, il y a une mécanique au regard de mémoire. À nouveau, c'est 1 an et demi, 2 ans, donc pardon si j'ai pas les détails, tu me dis. Je me souviens qu'il y avait une histoire de squad roulante qui était en charge des bugs pour baisser les bugs sous un seuil défini. J'avais trouvé le modèle génial. Mais le seuil reste... Oui, je suis d'accord, ça dépend du seuil. Mais vous l'avez quand même. Il y a des boîtes, plein de boîtes qui ne le font pas. Nous, on le voit avec Stellar à côté. Il y a des boîtes qui ne connaissent pas, tu vois. Donc, non, on a ce qu'on appelle les firefighting squad, où il y a des gens qui sont dédiés en permanence à faire des bugs, surtout quand c'est la période fiscale. Genre un comptable qui a un bug alors qu'il a 2 jours de l'alias fiscal, je peux te dire que tu peux pas mettre 3 jours pour lui répondre, quoi. Donc là, effectivement, on reporte toutes les semaines le nombre de lias où il y a eu des bugs, combien de temps on a mis à répondre. Et juste sur la vitesse, du coup, est-ce que vous avez, c'est peut-être le boulot de Tancred et de l'équipe tech, tu me diras, mais est-ce que, au-delà de la philo, qui est qu'en fait, quand vous recrutez, on vous expliquez que ça va vite, il y a des métriques que vous suivez sur la vitesse d'exec? Ça peut être un nombre de fonctionnalités par mois, ça peut être un nombre de mises en prod. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça que vous suivez ou pas du tout? Je crois pas. Ok. Je crois pas. Je peux te dire que chez Booking, ils suivaient justement le nombre de bugs. Si tu faisais pas assez de bugs, ils disaient que t'allais pas assez vite. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intimement lié. Qu'ils avaient ce qu'ils appelaient un bug budget. Okay. Et en gros, ils te disaient, si t'as pas de bug, c'est que tu casses pas des trucs, ça veut dire que tu vas pas assez vite, quoi. Okay. Et donc ça, tu l'appliques, tu t'en souviens? Pas vraiment, parce que je suis plutôt à dire un jeu qu'on a un peu moins de bugs, quoi. mais je pense que ce serait quand même une bonne proxy, quoi. Ok, hyper intéressant. Tu as parlé tout à l'heure de pricing et de packaging. Est-ce qu'il y a des choses qui ont eu un impact sur votre activation, /adoption, / usage que vous avez touché récemment, ou ça n'a pas tant bougé? Ça a pas trop bougé. On va faire bouger pas mal les choses. Notamment, nous, une des grandes questions, en toute transparence avec notre audience, moi, une des galères que j'ai, c'est le pricing. On fait des meetings à répétition avec Edouard, c'est notre plus gros cauchemar. Je suis jaloux de tous les trucs de SIRH,
où un salarié, il doit venir, il paye, et c'est simple, quoi. Et tu dis combien paye chaque utilisateur, chaque salarié. Voilà. Nous, le problème qu'on a, on sait que les boîtes, plus elles sont grosses, plus elles sont prêtes à payer. Le problème, c'est que oui, elles ont un peu des fonctionnalités qu'elles utilisent en plus, elles ont un peu du volume en plus, mais en même temps, c'est dur de dire aux gens tu vas payer plus, ça a plus de factures. Franchement, c'est galère, et les gens, ils savent pas en avance combien ils vont avoir de factures. Tu veux savoir à l'avance combien tu vas payer. Et aussi, les grosses boîtes n'ont pas forcément 1000 utilisateurs sur Pennylen. Ça dépend. Il y en a qui invitent leurs salariés pour qu'ils fassent toute leur note de frais et tout, mais on a des grosses boîtes où on a en fait que RAF, DAF et comptable. Donc la boîte, elle a, 200 salariés, mais elle a 3 utilisateurs, quoi. Donc pas dépendant du nombre de users, difficile de montrer la valeur perçue. Ok, donc il te reste pas grand chose. L'usage, mais bon, l'usage, pas trop dans ce type de business. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui font de usage-based. Il y a pas mal de boîtes quand même dans notre secteur qui font du nombre de factures, qui est le truc le plus indiscutable. Voilà. Mais nous, on n'est pas sur ce modèle-là. Okay. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, on est sur du nombre de salariés, mais qui est un truc déjà qui est un peu déclaratif et qui n'est pas forcément lié exactement à ton usage. Ouais. Et donc, on va progressivement basculer vers du nombre d'utilisateurs. Okay. Ce qui va, je pense, beaucoup driver les équipes produits. Puis ça veut dire que l'équipe produit, qui aujourd'hui n'a pas forcément d'intérêt à te faire rajouter des utilisateurs, demain, elle va se dire quelle feature je construis pour que tu rajoutes des users. Est-ce que je vais aller faire, je sais pas moi, un single sign-on avec un SIRH pour que automatiquement tu aies tous tes users, etc. Donc en tout cas, ça, c'est un des gros trucs qu'on est amené à changer dans les mois à venir. Ok, excellent. Est-ce que sur la partie tooling, on en a parlé un petit peu, il y a des choses que tu as vues ça peut être au sein des équipes dans la collab, ça peut être ton tooling à toi, sur la dernière année là, des choses que tu as essayées, que tu trouves bien, qui t'ont aidé, ou pas pertinent? Je pense que alors je suis pas le seul, mais Dust. Ok. C'est vrai que j'ai entendu que vous expérimentiez avec... Je pense qu'on était parmi les quelques premiers Alan, je crois aussi. design partners, quoi. Ouais. Et moi, j'estime que ça change notre vie, quoi. T'as un cas d'usage que tu pourrais nous détailler? Alors, comme ça? Pour tout le monde, ce que fait Dust, c'est un outil usage interne qui te permet de créer, à toi, à tes équipes, de créer des agents. Donc des agents IA. Soit tu vas pouvoir utiliser de façon sécurisée les agents standards du marché, soit tu vas pouvoir aller créer des custom agents branchés, entraînés sur des cas d'usage, sur des datasets de la boîte, etc. Sur Slack, Notion notamment aussi. Et les brancher avec tes outils en plus du quotidien. J'ai reçu Gabriel sur le podcast, donc je mettrai pareil le lien. Voilà. Et alors, un des trucs drôles, c'est au dernier séminaire Comex, on s'est dit, il faut que nos salariés utilisent plus. Mais nous, au niveau du Comex, en vrai, on ne l'utilise pas tant que ça. Okay. On se dit que c'est quand même aujourd'hui les cas d'usage où tu as le plus besoin d'un truc comme ça, c'est quand tu as des trucs de production assez récurrents, donc le service client, faire des résumés d'entretien, résumés de call avec des prospects, mais un peu toujours les mêmes, quoi. Or, moi, justement, je touche un peu à tout, donc c'est dur d'avoir un usage Dust. Mais tu vois, hier, j'avais une expert comptable qui m'a posé une question, un mail avec genre 25 questions sur la facture électronique. Et on a un agent spécialisé facture électronique. Le truc que je lui ai donné, il m'a répondu en 10 secondes. Incroyable, quoi. T'as fait une demande dessus et tu lui as envoyé la doc dessus les 25 questions? Je lui ai envoyé la réponse, mais c'était un copier-coller de ce que l'agent m'a répondu, là. Ok, incroyable. Incroyable, quoi. Et elle m'a dit qu'elle passe son diplôme d'expert comptable vendredi. C'était genre 25 questions sur son... J'espère qu'elle va l'avoir, hein, mais j'ai lu quand même pour vérifier que c'était pas n'importe quoi, mais c'est incroyable, quoi. En 2 secondes, j'avais des trucs super techniques sur la réforme. Et donc, moi, je trouve que ce truc-là, en usage interne, après, tu as bien sûr tous les devs, le product qui utilisent de plus en plus les trucs type Cursor, Lovable, Figma, etc. J'étais plutôt sceptique à la base, mais de plus ça avance, plus je me dis que tous ces trucs d'IA générative, ça va transformer nos organisations de malades, quoi. Ouais. Il y a un usage que tu pourrais parler d'ailleurs dans le produit, peut-être qu'on a oublié d'en parler de l'IA, mais... Alors, nous, la vision qu'on a dans le produit, on fait bien sûr tout ce qui est support. Donc, on a aujourd'hui un grand nombre de tickets qui n'arrivent pas jusqu'à notre support parce que c'est un bot qui répond, à la fois côté cabinet et côté entreprise. Et vu qu'on a un produit très vaste, c'est d'autant plus important, je pense, que sur d'autres trucs, parce que notre support, il peut pas répondre à
Enfin, tu vois, le scope des questions qu'on reçoit, il est infini, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, là où on a investi le plus significativement, concrètement, c'est... Enfin, un jour, j'ai eu un peu une réalisation. Je me suis dit, mais en fait, les devs, c'est les premiers à utiliser l'IA générative. Eux, c'est concrètement dans leur éditeur de texte où ils écrivent du code. Tu as 2 features. Un, c'est ça te propose de finir tes lignes de code quand tu les as commencées, un peu comme nous quand on écrit nos mails ou autres. Et 2, c'est ce chatbot à qui tu peux poser des questions et qui te répond, mais spécialement avec le contexte du code que tu es en train de regarder, quoi. En fait, un dev et un comptable, ils ont pas mal de points communs. Les deux, ils passent beaucoup de temps dans le même outil. L'éditeur de texte ou Pennylen, s'ils utilisent Pennylen. Deuxième, c'est ils manipulent de la donnée très structurée. Du code ou de la compta, c'est très structuré. Et donc, nous, le but, c'est d'être le copilote du collaborateur de cabinet comptable, de l'expert comptable. Et donc, concrètement, c'est un chatbot, exactement la même manière que tu as quand tu es dev, qui répond à tes questions techniques, métiers, mais avec le contexte, soit de ton portefeuille, soit de ton dossier. Et donc, concrètement, aujourd'hui, tu peux lui dire, je sais pas moi, est-ce que mon client est éligible au régime fiscal simplifié ? Le truc va pas juste sortir la réponse théorique. Il va dire, je sais, dans ton contexte de ton dossier. Donc, c'est des agents. Il dit, pour répondre à cette question, il faut que j'ai ton chiffre d'affaires, que je connaisse ton régime de TVA, ton truc. Et après, il te répond quoi. Et ces agents, ils rendent à peu près n'importe quel cas possible. Donc, le but, c'est que assez prochainement, un comptable, il puisse demander à peu près n'importe quelle question. Pourquoi ça cadre pas c'était quoi après toute la partie finance, mais mon top 3 fournisseurs l'an dernier, parmi tout mon portefeuille de clients, lesquels dépensent plus de 2000 € par mois en énergie. Du coup, je sais qu'ils sont impactés par les hausses de prix d'énergie, elles ont peut-être droit à une subvention, je vais pouvoir leur écrire. Voilà. Excellent. Sur le dernier volet que j'ai complètement oublié avant, c'est la distri, le go-to-market. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez réalisées, que vous avez mises en place récemment, qui ont changé ? On a parlé de pricing, packaging tout à l'heure. Est-ce que sur la façon de distribuer le produit aujourd'hui, et toi tu disais qu'il y a du multi-cible en plus, il y a des choses qui ont changé ou la strat est quand même très similaire à ce que vous faisiez au début, à savoir il y a une volonté d'être proche des experts comptables, de développer avec eux, qui eux ensuite sont des ambassadeurs pour vous auprès de leurs clients. Tu as parlé pardon, de nouveaux produits sur les petites cibles aussi, hein, donc ça on l'a. Mais est-ce qu'il y a un truc qui a changé ou c'est très similaire ? Non, le principal truc qui change, c'est le niveau d'accompagnement. Donc, c'est pas tant du produit, là, mais c'est en fait, comment on les aide. Déjà, comment on les convainc de basculer sur Pennylen, mais après, comment on les aide aussi à équiper leurs clients. Parce qu'en fait, ils ont un capital confiance incroyable, mais c'est pas ils n'ont pas de CRM, ils n'ont pas d'outils de mailing, ils n'ont pas tout ça, quoi. Et donc là, c'est là où, à la fois, c'est un mix on construit des features. Je te disais, on les aide à faire leur lettre de mission, mais en fait, on est en train de construire un peu le CRM de l'expert comptable, quoi. Et deuxièmement, c'est comment on les accompagne. Et là, c'est beaucoup d'humains. On a énormément de formateurs, de account managers, de CSM pour les aider à transformer leur cabinet. C'est la facture électronique pour eux, c'est à la fois risque et opportunité, quoi. Mais concrètement, pour moi, demain, tous les cabinets d'experts comptables, ils doivent arrêter d'être des cabinets et ils doivent se transformer en entreprises de service, quoi. Qui vont pouvoir être plus proactifs vis-à-vis de leurs clients et tout. Et c'est fabuleux, hein, mais c'est challenge aussi. Hein. Ouais. Et donc, nous, on est là pour les aider là-dedans. S'ils n'y arrivent pas, on aura tous perdu, eux et nous. S'ils y arrivent, on aura tous gagné, quoi. Donc, c'est vrai que vous êtes très dépendant en fait, de leur réussite. Ah ouais. Ça, c'est génial. Si les experts comptables, demain, ils n'arrivent pas à prendre le tournant, en fait, nous, tout ce qu'on aura construit et tout, entre guillemets, aura servi à pas grand-chose, quoi. Donc, on est complètement dans le même bateau. Mais effectivement, aussi, c'est une dépendance mutuelle, hein, en quelque sorte. Mais il faut qu'ils gagnent, quoi. Il faut qu'ils restent au centre du jeu, il faut qu'ils restent ses médecins de famille ou qu'ils le deviennent encore plus, quoi. Là, on a dressé un beau portrait de Pennylen, tu vois. C'est assez ouf l'exécution que vous avez. Franchement, quand tu vois les vagues qu'il y a eu économiques, etc., avec beaucoup de startups qui lèvent le pied, et que vraiment, l'image que vous donnez, c'est que vous avancez vraiment à fond et tout. On croirait que c'est parfait. Est-ce qu'il y a une erreur ou deux que tu pourrais communiquer qui ont été faites dans les derniers mois, dernières années ? Alors moi, je pense que les plus grosses erreurs, c'est les mauvaises hypothèses ou les trucs que tu oublies au début. Parce que ça fait que dans ta grande vision, là, tu n'as pas communiqué ça aux ingés, aux PM. Et du coup, il y a des trucs où ils font forcément un marché que nous, on connaissait pas du tout. C'était le marché de la PME ETI. Et donc, je pense, nous, au début, on pensait qu'on allait uniquement s'adresser aux experts comptables et aux TPE. Et donc, il y a, je pense, pas mal de trucs où on aurait pu, aujourd'hui, aller plus vite
si on avait mieux anticipé qu'on aurait des boîtes plus grosses, juste la notion d'un intégrateur. Tu vois, le truc tout bête, mais aujourd'hui, tu peux que être attaché à un cabinet d'experts comptables. Un intégrateur, en vrai, il veut aussi avoir la liste de ses clients. Mais aujourd'hui, on trafique, on lui crée un accès cabinet. Et ça veut dire que toi, en tant qu'entreprise, tu peux pas être attaché et à un intégrateur et à un expert comptable. Il y a plein de trucs comme ça où on s'est créé un peu de dette. Par manque de connaissances. Parce qu'on ne connaissait pas et on n'avait pas anticipé qu'on jouerait sur ce marché-là. Toi, tu n'as jamais fait de comptable avant, de compta avant, tu venais pas de et là. Nous, on pensait que ces PME ETI, elles s'intéresseraient pas à notre produit et qu'elles avaient déjà des trucs plus gros, etc. Ça, je pense, c'est un manque de clairvoyance, quoi. Et via Alexandre, vous le saviez pas, parce qu'Alexandre est quand même un il était expert comptable, donc il adressait surtout des TPE, quoi, je comprends. Comme la plupart des experts comptables. Ouais. Donc ça, c'est marrant. En fait, ça, c'est inévitable quelque part. Tu fais forcément des... Ok. Donc manque de clairvoyance sur ce marché-là et qu'on l'avait pas du tout recherché en fait au début. Peut-être sur la partie bancaire, services financiers, je pense que j'aurais peut-être mis plus de moyens plus vite. Ah ouais. En fait, là, pareil, nous, on n'y connaissait rien. Hein. Quand on a commencé à bosser avec Swan, etc. Au début, tu te dis je vais intégrer et je vais construire une feature parce que en fait, nous, ce qu'on fait, c'est construire des features. Or, j'ai appris entre-temps que la banque, le compro, c'est beaucoup plus du e-commerce que du SaaS, quoi. En fait, c'est des funnels compliqués en eux-mêmes où les gens, il faut qu'ils commencent tu connais mieux que moi, mais il faut qu'ils fassent un KYB, un KYC. Faut qu'ils mettent leur premier sous dessus, faut qu'ils commandent leur première CB, faut qu'ils activent leur première CB. Donc c'est un funnel e-commerce. Ah ouais. Et en fait, nous, nos PM, nos devs, ils savaient pas faire du e-commerce. Hein. Ok, t'as pas recruté. Et on n'a pas anticipé que ce serait. Tu vois, nous, on se disait, on l'a pris comme un challenge feature SaaS, quoi. Et donc, on a, je pense, perdu presque 1 an. Perdu du temps à cause de ça, pour la mécanique, la façon de faire du produit. Parce qu'on n'a pas mis assez d'emphase sur il faut que ce soit un funnel parfait, sans drop, etc. quoi. C'est ouf. J'ai l'habitude, Arthur, de finir le podcast avec une anecdote. On s'est briefé juste avant l'enregistrement. Ça m'a fait trop rire. J'aimerais trop que tu la partages si t'es OK avec ça. Désolé de te faire un doublon pour finir l'épisode. Alors, rien à voir avec... Enfin, un peu à voir avec Penny Lane, mais... En gros, quand on était en train de lever notre série... avec la levée de fonds avec Sequoia... donc Sequoia, quand ils investissent chez toi, tu signes un papier pour dire que tu les autorises à faire un background check, qu'ils vont mandater une boîte de détective ou je sais pas quoi pour regarder si t'as pas fait de conneries, si t'as pas un casier, etc. Sequoia étant un des meilleurs fonds américains pour les gens qui ne connaîtraient pas. Et un de nos investisseurs du coup. Ouais. Et il se trouve qu'un peu au même moment, en pleine due deal de Sequoia, moi j'avais été tiré au sort pour être jury d'assises. Donc en gros, tu vas pour un procès criminel, c'est tiré au sort parmi des civils, t'es obligé d'y aller et ça prend 2 semaines. Tout le monde peut être tiré au sort. Tout le monde peut être tiré au sort. Et un vendredi soir, je reçois un message sur mon portable. Ça a commencé le lundi le procès. Une dame qui dit: je vous appelle de la part du tribunal de Paris. Surtout ne venez pas lundi matin parce qu'en fait vous n'avez pas le droit de siéger dans le jury parce que vous avez un casier criminel. Rappelez-moi. Et là, j'ai dit au début, je dois dire que j'ai dit trop cool, j'ai gagné 2 semaines, quoi. Ouais. Alors, j'adore les affaires criminelles, donc mais 2 semaines quand tu lances ta boîte, ça fait lourd. Ouais. Et après, je me suis dit merde, mais c'est-à-dire que j'ai un casier judiciaire, je suis pas au courant. Ouais. Est-ce que je dois le dire à Sequoia que j'ai un casier judiciaire, mais que je suis pas au courant? Ouais. Ce qui quand même va les faire partir en courant ou autre. Et donc surtout, je me suis dit, j'ai appelé mon avocat, j'ai dit mais comment je fais pour savoir, quoi? Et donc là, en fait, tu dois écrire au tribunal, ils te convoquent et ils te lisent à voix haute ton casier. J'ai écrit à l'époque au tribunal de Paris, j'ai toujours pas eu de réponse, donc super. Et en parallèle, je me suis dit, ça peut être quand même, parce que j'ai vécu pendant 3 ans à Amsterdam, vu qu'en France, j'étais au courant, je me suis dit, c'est peut-être un truc lié à ça. Il m'a dit, est-ce que t'as pris des drogues là-bas? Je lui ai dit, non, je te promets, j'ai jamais pris de drogue. J'ai jamais eu de soucis là-bas. Mais il a fait le même process. Et donc, 1 semaine plus tard, là-bas, ils ont répondu. 1 semaine plus tard, il y a un avocat qui a été au tribunal d'Amsterdam où ils lui ont dit, effectivement, votre client a un casier judiciaire parce qu'il a sorti ses poubelles le mauvais jour de la semaine. Il y a 2 ans. Et j'avais payé l'amende le lendemain et tout. Et comme ils sont un peu carrés, quoi, pendant 3 ans, c'est dans ton casier judiciaire, mais c'est une case un peu
Tu vois, c'est pas les cases majeures de casier judiciaire. Et il y a un mauvais mapping entre la France et les Pays-Bas, ce qui fait que la France, elle l'a mis dans une case qui t'interdit quand même de siéger dans un jury d'assises, quoi. T'as ça avec si tu t'es fait flasher à l'étranger, pour info. Moi, je me suis fait flasher en Autriche. Ok. Et ils ont jamais réussi à renvoyer l'amende en France. T'as des partenariats qui se font comme ça. Ça m'a beaucoup fait penser à ce que tu viens de dire. Donc, écoute, et casier aussi ou... Alors, moi, j'avais pas de pas ma connaissance. Après, j'ai pas été appelé comme toi au civil. En fait, on te dit pas, quoi. Hein, ouais, c'est ouf. Bon, trop marrant, en tout cas. C'est énorme. Bon, Arthur a un casier. Je suis content. J'ai des criminels sur le podcast. Merci beaucoup d'être venu. Trop Merci, cool d'avoir fait cet épisode. C'est hyper intense. J'avais envie de creuser de partout. Il y a tellement de produits et tout. Mais sur une heure et demie, c'est un peu compliqué. Et bravo pour ce que vous faites avec Penny Lane, c'est ouf, l'exécution, c'est franchement hyper inspirant. On a une soirée juste après et c'est pour ça que je te voulais en bravo à toi pour Stellar, parce que tu n'avais pas créé quand on a fait le premier podcast. Non, pas créé, ouais. Non, j'étais encore tout seul en train de faire du podcast le soir après mon job dans une banque. Donc c'est marrant, tu vois, on se retrouve. Et moi, hyper impressionné aussi parce que je me souviens, je t'avais dit de cet entretien à l'époque où tu faisais de la discovery, tu n'avais pas lancé Penny Lane, tu n'étais pas encore sur Penny Lane complètement. Et de voir l'évolution, c'est franchement, c'est méga inspirant. Donc j'espère que ce sera le cas pour d'autres personnes qui écouteront le podcast. Trop bien, merci. Merci à toi, salut. Salut.